à discuter avec vous donc, le problème du délirium et donc la première communication est donc sur l'épidémiologie, les outils diagnostiques et donc j'ai pour but de vous convaincre que c'est un syndrome, un problème important, fréquent et sur lequel il faut s'arrêter et développer des axes de prise en charge. Alors j'ai un lien d'intérêt indirect avec la présentation. J'ai, dans le cadre de la commission scientifique du Congrès, été amené à organiser un symposium autour du délirium avec la société Baxter. Donc de quoi on parle quand on parle de délirium? On parle d'un syndrome, c'est un terme qui est un anglicisme, hein, donc c'est syndrome confusionnel en fait. Donc c'est un mauvais terme, délirium. C'est pas le délirium très mince, hein, c'est le syndrome confusionnel. Et c'est, par les experts neuropsychiatriques américains, un terme qu'on peut définir sous la forme de acute brain dysfunction, donc dysfonction cérébrale aiguë. Donc c'est une souffrance d'organes à proprement parler. Alors quels sont les critères? La diapo, c'est des critères qui sont publiés en langue anglaise, donc on va les voir ensemble. Le critère clinique principal qu'on observe chez les patients les moins graves, c'est un trouble attentionnel, une difficulté à se focaliser sur une tâche simple, hein, dans le cadre d'un soin, un malade qui est hospitalisé, qui n'arrive pas à maintenir son attention. Et il y a très fréquemment en fait, des fluctuations de vigilance hein, avec cette baisse ce trouble de conscience hein, qui est malade qui va être somnolent pendant la journée par exemple. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement classique qu'on observe quand on fait la visite. Les malades les plus graves, ce trouble de conscience, il va être profond et on peut avoir, dans le cas du délirium, hein, des malades qui sont très hyporéactifs, voire aréactifs, donc un tableau qui se rapproche du coma. Le trouble, hein, on oppose ça un petit peu au tableau chronique, hein, mais le trouble il se développe de manière rapidement progressive. Rapidement progressive, ça veut dire quelques heures en général, au maximum quelques jours, et ça fluctue dans le temps. La fluctuation classique, hein, ce qui est observé, c'est une recrudescence le soir, donc vespérale des symptômes, avec parfois des phénomènes hallucinatoires de l'agitation quand la nuit arrive. Il y a dans la définition, et ce que c'est important pour la réanimation, un trouble cognitif qui est le plus souvent un ou plusieurs troubles cognitifs qui sont identifiés. Les troubles les plus classiques, c'est l'orientation temporo-spatiale hein, qui est déficiente, on ne sait plus quel jour on est, quelle heure il est. Les troubles de mémoire sur les faits récents, en difficulté d'acquérir les événements récents en rapport avec l'hospitalisation par exemple, troubles du langage, etc. Alors dans la définition, et ça c'est pas très très important je pense, les troubles ne sont pas classiquement expliqués, en tout cas ils ne doivent pas être expliqués complètement par un trouble cognitif chronique, on entend par là une maladie d'Alzheimer préexistante par exemple, une maladie neurodégénérative même à minima, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. En fait en pratique il y a beaucoup de gens qui ont des troubles cognitifs à minima, qui sont maintenant hospitalisés en réanimation, et donc on a des déliriums qui sont surimposés sur ce critère. Bon, à mon sens, ce n'est pas très très important pour nous. Quelque chose qui est peut-être plus dans le cadre de ce qu'on va discuter, qui est, par contre qu'on doit préciser d'emblée, c'est que dans la définition, on exclut les patients cérébro-lésés, trauma crânien, AVC ou maladies infectieuses par exemple, et donc on dit que le délirium, l'état confusionnel, il est la conséquence d'une maladie, on va dire systémique, et l'exemple caricatural que vous connaissez tous, c'est le sepsis. Ça peut être une intoxication par des médicaments ou un syndrome de sevrage, withdrawal, ou, et ça c'est un mot-clé qu'on va retrouver dans les différentes présentations, souvent c'est multifactoriel. Il y a plusieurs facteurs causaux, en tout cas qui entretiennent cette dysfonction. Le deuxième message important dans l'épidémiologie, dans les outils diagnostiques, c'est que la plupart des patients que vous allez rencontrer en réanimation, ils ont un phénotype, une présentation qui est dite, alors le terme n'est pas très joli, hypoactive. Ils sont apathiques, ralentis, ils interagissent très peu avec les soignants, l'équipe médicale, et ils posent de problème à personne en fait. Ils sont au fond de leur lit, ils sont hypovigilants. Si on s'intéresse uniquement au phénotype qui est ici en rouge, avec des signes productifs, hallucinations, agitation, ce qu'on appelle donc le hyperactive delirium, on est voilà, dans la partie émergée de l'iceberg, et cette proportion, si on veut des chiffres, c'est 10% d'agitation et 90% de délirium hypoactif. Donc très clairement, c'est là-dessus qu'il faut insister. Si vous ne vous occupez que de l'agitation, c'est déjà bien, hein, très clairement, mais vous ratez une partie très importante du problème. Alors, en termes de prévalence, puisqu'on demande de discuter l'épidémiologie, il y a des études qui sont récentes, qui sont intéressantes puisqu'elles sont multicentriques, européennes. Là, vous avez 13 pays, 99 services de réanimation sur une durée très courte. Ils ont regardé sur 1260 patients la prévalence.
Et donc quand on regarde à l'admission, le délirium, c'est entre guillemets que 10% des patients. Donc vous allez me dire oui, ça existe, mais ce n'est pas non plus tout le monde, un malade sur 10. Au cours du séjour, état confusionnel, c'est un malade sur 4. Donc c'est très fréquent. Ça, c'est indépendant du type de réanimation dans lequel vous travaillez, du motif pour lequel le patient vient et du support ou de la gravité. Donc en gros, les patients ventilés de manière invasive ou pas. Et donc on peut affiner un petit peu plus. Et les messages qu'il faut retenir, c'est que quand on regarde les grandes méta-analyses des études qui ont été faites individuellement dans des différents contextes, eh ben on retrouve ce chiffre autour de 25-30%. Quand on prend le sous-groupe entre guillemets de patients ventilés de manière invasive à l'admission, donc on identifie une population de gravité, on va dire, plus importante et une population plus homogène, vous voyez que ce chiffre il grimpe à 60-80%. Donc c'est très fréquent et vous pouvez retenir à peu près un malade sur 2, c'est quelque chose qui est accepté. Alors, il y a une communication spécifique sur le pronostic, mais je ne peux pas, dans l'épidémiologie, ne pas parler de l'impact sur le devenir qui est mesuré par le délirium. Quand on compare des patients qui ont présenté un état confusionnel à des patients qui n'ont pas présenté d'état confusionnel, c'est des patients ici ventilés de manière invasive en réanimation médicale. Les patients qui ont un délirium, c'est la ligne noire ici. Les patients qui n'ont pas eu de délirium, c'est les pointillés. Et vous voyez que la courbe de survie, la probabilité de survie à 6 mois est plus faible chez les patients qui ont développé ou qui ont eu un état confusionnel pendant leur séjour en réanimation, par comparaison à ceux qui n'ont pas eu de délirium. Quand on regarde le surrisque qu'on peut calculer de manière statistique en ajustant sur différents paramètres, il est 3 fois plus important, le risque de mortalité à 6 mois. Donc c'est un marqueur pronostique très pertinent, et ça c'est des données, vous avez vu, qui sont démontrées depuis maintenant une quinzaine d'années quasiment. Le délirium, c'est aussi associé à plus de ressources, plus de séjours en réanimation, plus de séjours à l'hôpital, avec, si vous regardez les durées d'hospitalisation, encore une fois on compare pas de délirium et délirium, vous doublez quasiment la durée de séjour à l'hôpital, la durée de séjour en post-réanimation, elle est augmentée elle aussi, de quasiment 2 jours. Donc c'est pertinent en termes d'organisation dans un hôpital, de prise en charge des patients, de libération des lits de réanimation pour accueillir d'autres malades. Le délirium, ça pèse sur les aspects organisationnels. Les choses qui sont aussi importantes, c'est le devenir des malades. Est-ce que le délirium a des conséquences à long terme? La réponse, c'est oui. Donc ça, c'est le pronostic. Mais il y a une baisse des performances cognitives qu'on peut mesurer à 3 mois ou à 12 mois de la sortie de réanimation par des échelles standards, peu importe. Ces performances cognitives globales, elles sont abaissées. Les malades qui ont fait de la réanimation, ils ont des difficultés de mémorisation, de reprise des activités antérieures. Elle est indépendante de l'âge. Vous voyez que toutes les tranches d'âge sont touchées de la même manière par rapport à une population contrôle. Et ce que cette figure suggère, c'est que la durée du délirium, ici en abscisse, plus on passe de temps avec du délirium en réanimation, moins bonnes seront les performances à terme, à 12 mois ici. Donc il y a des séquelles qui sont mesurables au décours du séjour de la réanimation. Il y a des études qu'on ne fait pas systématiquement en IRM cérébral qui montrent qu'il y a une corrélation entre ce qu'on observe pendant la réanimation et le devenir en termes d'atrophie cérébrale. Quand on mesure le volume du cortex, par exemple, ou des hippocampes, qui sont les structures qui servent à encoder notamment les nouveaux événements, on voit qu'il y a une atrophie cérébrale qui s'installe dans les mois qui suivent et qui est corrélée à la durée du délirium. Donc plus on a de délirium en durée dans le temps en réanimation, moins bon sera le pronostic, y compris le pronostic, on va dire, cognitif chez les survivants. Alors le problème, c'est d'identifier les patients à risque dès l'admission. Et donc, il y a des outils pour ça, mais je vais revenir sur des choses très simples. Il y a des facteurs prédisposants sur lesquels vous ne pouvez pas intervenir. D'accord ? C'est l'âge, les comorbidités, notamment l'hypertension artérielle, le fait de prendre des drogues psychoactives au long cours, antidépresseurs, IRS, des choses comme ça. C'est les facteurs de risque, on va dire, non modifiables. Là-dessus, vous avez en général un trigger, une pathologie systémique, en pratique un sepsis, qui va décompenser et qui va induire le délirium. Et puis, tout ce qui est associé à ça, agression systémique, hypoxie, hypotension par exemple, les dysfonctions d'organes autres, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, insuffisance respiratoire, qui peuvent contribuer à aggraver cette dysfonction neurologique. Et donc très clairement, c'est quelque chose qui est multifactoriel et qui va potentiellement encore être aggravé par votre prise en charge, enfin la prise en charge, c'est pas la nôtre, mais et il y a des choses qui sont très difficiles, notamment l'immobilisation qui est quasiment inhérente à la prise en charge des malades graves, les cathéters, les contentions physiques, des facteurs environnementaux, notamment le bruit, l'exposition lumineuse, la sédation et certains antibiotiques neurotoxiques. Alors il y a des scores qui sont développés, je vous ai juste mis la référence, le but c'est pas de
voir dans le détail, qui permettent de prédire le délirium et qui reprennent un petit peu tout ce que je viens de dire. Je vais passer vite pour aller aux outils diagnostiques. Alors les outils diagnostiques, il y a des guidelines de 2018 nord-américaines qui vous disent très clairement qu'il faut utiliser des outils validés pour mesurer le délirium dans les unités. Ces outils sont couplés au score de RASS que vous connaissez, un score de sédation sur lequel je n'insiste pas. Il y a 2 outils que vous devez connaître, il faut en choisir un. Le CAM-ICU, c'est la première échelle nord-américaine, 4 paramètres chez des patients non comateux, RASS strictement supérieur à -4, une évaluation 2 fois par jour. En pratique, chez nous, c'est 1 fois par équipe toutes les 12 heures, donc avec une très bonne reproductibilité. Ça permet de screener le délirium avec une sensibilité, une spécificité que vous voyez qui est tout à fait acceptable. L'autre échelle que vous connaissez peut-être, c'est l'ICD-SC, c'est une checklist, elle est canadienne, c'est 8 items qui reprennent la définition qu'on a discutée du délirium. Là, encore une fois, c'est 2 à 3 fois par jour, ça manque de spécificité, et donc très clairement, le message pour ces échelles, c'est de se dire que c'est un outil de screening, de suivi, mais que ça ne remplace pas l'évaluation clinique neurologique qui est faite lors de la visite pluridisciplinaire. Et donc, dès qu'il y a des signes focaux, dès qu'il y a des convulsions, dès qu'il y a des anomalies pupillaires, c'est un warning. Il va falloir ne pas se contenter de ça et avoir recours à des examens complémentaires qu'il est difficile de systématiser sur une approche, sur une diapositive, mais en pratique, l'imagerie très large, l'électrophysiologie, l'EEG au lit des malades, pour des déliriums atypiques, avec signes focaux et ou persistants dans le temps. Alors, l'EEG, très rapidement, je vous montre des exemples. Quand on enregistre en EEG des patients de manière continue, on voit des figures périodiques, par exemple, ou des crises infracliniques qui sont parfois notées dans des contextes particuliers. Vous voyez, dans cette étude, c'est 20% des patients, et c'est associé au pronostic de manière assez nette, indépendamment de tout le reste. Donc le fait d'avoir, on va dire, une souffrance cérébrale mesurée par un EEG dans un contexte d'encéphalopathie de délirium, ça vous stratifie la gravité. C'est des malades qui sont plus graves et qui vont probablement, en tout cas, qui ont un risque de mortalité hospitalière qui est plus important. La réactivité, c'est la même chose, c'est quelque chose qui est testable. La réactivité, c'est au bruit ou aux stimulations nociceptives. Quand vous faites l'électroencéphalogramme, ici, on fait une stimulation, on tape des mains en pratique, donc auditive, et on voit une modification du tracé. Le EEG est dit réactif, ça c'est plutôt de bons pronostics de manière très générale. Le EEG aréactif, vous faites la même stimulation ou une stimulation douloureuse, vous pincez le patient par exemple, il n'y a pas de modification du tracé, c'est 25% des patients de manière non spécifique comme ça à l'admission, et ça identifie en fait un sous-groupe de patients plus grave en termes de délirium et de devenir. Quand faire une imagerie, ça c'est quelque chose qui n'apparaît pas dans les recommandations, délirium et imagerie cérébrale. Il faut être simple, quand le délirium persiste, quand il y a des signes focaux, quand il y a des convulsions, on va à l'imagerie, on va souvent maintenant, comme vous le savez, à l'IRM cérébral. Et le message que je veux faire passer, très clairement, c'est que les complications les plus fréquentes qu'on est amené à identifier en IRM cérébral, c'est des complications ischémiques en rouge. C'est un quart des patients. La moitié des patients, ils ont une IRM normale, plutôt rassurante. Mais les complications ischémiques, donc AVC acquis en réanimation, c'est 1 malade sur 4. Donc c'est pas négligeable dans cette étude où on a pris des patients qui avaient des troubles persistants, encéphalopathie, signes focaux ou convulsions. Dans les facteurs confondants de l'évaluation, il y a délirium. Quand on pense délirium, il y a gestion de la sédation, et c'est là-dessus que je vais insister. Les benzodiazépines administrées fréquemment de manière continue, donc quand on initie la ventilation mécanique invasive, sont considérées comme un facteur de risque, un facteur indépendant de développer un délirium. Et donc il faut essayer, en tout cas, de restreindre cette prescription. Et ça aussi perturbe l'évaluation neurologique, très clairement, dans cette étude où on a exposer donc des patients à une stratégie dite restrictive de prescription de la sédation. En pratique, on arrête les benzodiazépines tous les matins à la visite. C'est une vieille étude. Vous voyez que la proportion de patients chez lesquels on a eu besoin d'examens complémentaires pour expliquer un état neurologique altéré persistant est 3 fois moins importante quand on arrête les benzodiazépines, 9% versus 27%, donc c'est une réduction relative très importante. Et donc la gestion de la sédation, c'est quelque chose d'incontournable dans le délirium. Un autre facteur confondant qui est important, je vais passer vite sur ces diapositives pour rester dans les temps, c'est la neurotoxicité liée à certaines molécules, notamment les antimicrobiens. Il y a une étude très récente qui a regardé ça, le risque de toxicité de certains antibiotiques, les bêta-lactamines en pratique, et cette association avec le risque donc, de développer un délirium. Et ce qu'on retient, c'est que les bêta-lactamines qui sont fréquemment prescrites à forte dose dans cette étude, céphalosporine de première à troisième génération, sont indépendamment associées au
délirium le jour d'après. Hein. Donc c'est un facteur qui est potentiellement modifiable. Cette neurotoxicité, elle est potentiellement dose dépendante. Dans les perturbations importantes, modifiables qu'on connaît aussi, il y a, dans cette étude où on a regardé donc, dans cette population sceptique, des perturbations métaboliques très simples, qui sont là aussi, ce n'est pas une relation causale, mais accessible à une modification, une prise en charge, hein, notamment l'hypercapnie, l'hypernatrémie, c'est des perturbations métaboliques simples qu'on a sur le gaz du sang très rapidement, qui sont là aussi des facteurs potentiellement modifiables de délirium. Pour terminer, donc, je voudrais juste dire un mot sur un facteur modifiable aussi, c'est les stratégies d'immobilisation et de contention physique, hein, qui sont largement prescrites chez les patients de réanimation. Et la contention physique en réanimation, c'est à peu près, en France, c'est 50% des patients sont contentionnés de manière assez globale. Et quand on regarde à l'admission, et quand on regarde dans le séjour, c'est 70%, 70-80%, donc la contention physique est très large. Ce qu'il faut retenir, c'est que la contention physique est un facteur aussi, là aussi, de délirium retenu, indépendamment associé, avec un hazard ratio qui est important, hein, 2 fois plus de risque de délirium chez les patients contentionnés, et que donc les stratégies de contention ou de décontention sont aussi potentiellement quelque chose sur lequel on peut jouer dans la mobilisation précoce et la réhabilitation des patients, mais ça, ce sera discuté dans les présentations suivantes. Je vous remercie et je m'excuse pour la petite minute